Que les vieux morts cèdent la place aux jeunes morts. Chapitre 1. Il rentrait chez lui, longeant une rue d'une petite ville de Bohême où il habitait depuis pas mal d'années, résigné à une vie sans beaucoup d'intérêt, à des voisins cancaniers et à la monotone grossièreté qui l'entourait au bureau, et il allait, avec une telle indifférence, c'est ainsi que l'on marche sur une route des centaines de fois suivie, qu'il faillit la manquer. Mais elle le reconnut de loin, et tout en s'avançant à sa rencontre, elle le regardait avec un sourire qui finit par déclencher, au tout dernier moment, alors qu'ils arrivaient à la même hauteur, un déclic dans sa mémoire et le tira de sa somnolence. « Je n'arrivais pas à vous reconnaître, » dit-il, mais c'était une excuse maladroite qui les aiguilla d'emblée sur un sujet pénible qu'il lui était préférable d'éviter. Ils ne s'étaient pas vus depuis 15 ans et ils avaient l'un et l'autre vieilli. « J'ai tellement changé ?» demanda-t-elle. Et il répondit que non. Et bien que ce fût un mensonge, ce n'en était pas tout à fait. Parce que ce sourire réservé, où s'exprimait pudiquement et modestement une faculté d'enthousiasme éternel, lui parvenait jusqu'ici à travers une distance de plusieurs années, inchangé, et le troublait. Car ce sourire évoquait en lui l'ancienne apparence de cette femme si distinctement qu'il dut faire un effort pour oublier ce sourire et la voir telle qu'elle était à présent. C'était presque une vieille femme. Il lui demanda où elle allait et si elle avait des projets, et elle lui répondit qu'elle était venue régler des affaires et qu'il ne lui restait plus qu'à attendre le train qui devait la reconduire à Prague dans la soirée. Il exprima le plaisir que lui causait leur rencontre inopinée, et comme ils tombèrent d'accord pour déclarer, à juste titre, que les 2 brasseries de l'endroit étaient sales et bondées, il l'invita dans son studio qui n'était pas éloigné, où il pourrait lui préparer du thé ou du café et, surtout, qui était un endroit propre et tranquille. Chapitre 2. La journée avait mal commencé pour elle. Son mari, voici 30 ans, ils avaient vécu ici pendant quelque temps étant alors jeunes mariés, puis il s'était installé à Prague où il était mort il y avait 10 ans. Était inhumé dans le cimetière de cette petite ville, à la suite d'un vœu bizarre qu'il avait exprimé dans ses dernières volontés. Elle avait donc acquis une concession pour 10 ans, et, voici quelques jours, elle avait constaté qu'elle avait oublié de la renouveler, et que le délai était écoulé. Elle avait d'abord envisagé d'écrire au bureau du cimetière, mais, se souvenant que toute correspondance avec l'administration est une entreprise interminable et vaine, elle était venue. Bien qu'elle connût par cœur le chemin qui menait à la tombe de son mari, elle avait l'impression, ce jour-là, de voir le cimetière pour la première fois. Elle n'arrivait pas à trouver la tombe et croyait s'être égarée. Elle comprit enfin. Là où était autrefois un monument en grès avec le nom en lettres dorées de son époux, se dressait maintenant, elle fut certaine de reconnaître l'endroit aux 2 tombes voisines, un monument en marbre noir avec, en lettres dorées, un nom tout à fait inconnu. Bouleversée, elle se rendit au bureau du cimetière. Là, ils lui dirent qu'à l'expiration des concessions, les tombes étaient automatiquement liquidées. Elle leur reprocha de ne l'avoir pas averti, il fallait renouveler la concession, et ils lui répondirent qu'il y avait peu de place au cimetière, et que les vieux morts devaient céder la place aux jeunes morts. Elle était indignée, et leur dit, réprimant avec peine un sanglot, qu'il n'avait ni sens de la dignité humaine, ni respect pour autrui. Mais elle ne tarda pas à comprendre que la discussion était inutile. De même qu'elle n'avait pas pu empêcher la mort de son mari, elle était sans défense devant cette 2e mort, cette mort d'un vieux mort qui n'avait même plus droit à une existence de mort. Elle retourna vers le centre-ville et sa tristesse fut bientôt mêlée d'inquiétude car elle se demandait comment elle pourrait expliquer à son fils
la disparition de la tombe paternelle et excusait devant lui sa négligence. Ensuite vint la fatigue. Elle ne savait pas comment passer les longues heures d'attente jusqu'au départ du train qui devait la ramener à Prague, car elle ne connaissait plus personne ici et elle n'avait même pas envie de faire une promenade sentimentale, la ville ayant à ce point changé au cours des années que des lieux autrefois familiers lui offraient aujourd'hui un visage tout à fait étranger. C'est pourquoi elle accepta avec reconnaissance l'invitation du vieil ami, à moitié oublié, qu'elle venait de rencontrer par hasard. Elle put se laver les mains dans la salle de bain et s'asseoir ensuite dans un fauteuil moelleux. Elle avait mal aux jambes. Examiner la pièce et écouter derrière la cloison qui séparait le coin cuisine du studio frémir l'eau bouillante. Chapitre 3. Il avait eu récemment 35 ans, et il avait soudain constaté que ses cheveux étaient nettement clairsemés sur le sommet de son crâne. Ce n'était pas encore tout à fait une calvitie, mais on la devinait déjà. Les cheveux laissaient transparaître la peau. Elle était tout à fait inéluctable et assez proche. Il est certainement ridicule de faire un problème vital de la perte de ses cheveux, mais il se rendait compte que la calvitie lui changerait le visage, et que donc la vie d'une de ses apparences, manifestement la meilleure, touchait à sa fin. Alors, il se demanda quel était au juste le bilan de ce personnage chevelu qui petit à petit s'en allait, ce qu'avait au juste vécu ce personnage et quelle joie il avait au juste connue. Et il constata avec stupeur que c'était bien peu de choses, ces joies. Il se sentait rougir rien qu'à cette pensée. Oui, il avait honte, parce qu'il est infamant d'avoir vécu si longtemps sur cette terre et d'avoir si peu vécu. Que voulait-il dire exactement quand il disait qu'il avait peu vécu? Pensait-il au voyage, au travail, à la vie publique, au sport, aux femmes? C'était certainement à tout cela qu'il pensait, et c'était d'abord aux femmes, parce que si sa vie était pauvre dans d'autres domaines, cela le tourmentait bien un peu, mais il ne pouvait pas s'estimer coupable de cette pauvreté-là. Ce n'était tout de même pas sa faute si son métier était sans intérêt et sans perspective. Ce n'était pas sa faute s'il ne pouvait voyager, n'ayant pour cela ni argent ni attestation de la section des cadres. Pas sa faute s'il s'était rompu le ménisque à 20 ans et s'il avait dû renoncer au sport qu'il aimait. En revanche, le domaine féminin était pour lui une sphère de relative liberté. Et là, il ne pouvait invoquer aucune excuse. Là, il aurait pu montrer qui il était. Il aurait pu manifester sa richesse. Les femmes étaient devenues pour lui le seul critère justifié de la densité vitale. Mais pas de chance. Ça n'avait jamais très bien marché avec les femmes. Jusqu'à 25 ans, bien qu'il fût beau garçon, il était paralysé par le trac. Ensuite, il était tombé amoureux. Il s'était marié et, pendant 7 ans, il essaya de se persuader que l'on peut trouver dans une seule femme l'infini de l'érotisme. Puis, il avait divorcé. L'apologétique de la monogamie, l'illusion de l'infini, céda la place à un agréable et audacieux désir de femme, du fini bariolé de leur multitude. Mais hélas, ce désir et cette audace étaient fortement freinés par une situation financière difficile. Il devait verser une pension alimentaire à son ex-épouse pour un enfant qu'il était autorisé à voir 1 ou 2 fois par an. Et les conditions de vie dans une petite ville où la curiosité des voisins était aussi illimitée étaient restreints le choix des femmes à séduire. Après cela, le temps avait passé, très vite, et soudain, il se trouva devant la glace ovale placée au-dessus du lavabo de la salle de bain. Il tenait dans la main droite un petit miroir rond au-dessus de son crâne et, envoûté, regardait sa calvitie naissante. D'un seul coup, sans aucune préparation, il comprit la vérité banale.
On ne rattrape pas ce qu'on a laissé échapper. Depuis lors, il souffrait de mauvaise humeur chronique, et il avait même des idées de suicide. Évidemment, et il faut le souligner afin de ne pas le prendre pour un hystérique ou pour un imbécile, il avait conscience de ce que ses idées avaient de comique et qu'il ne les réaliserait jamais. Il riait lui-même à la pensée de sa lettre d'adieu. « Je n'accepterai jamais d'être un chauve. Adieu. » Mais il suffit que ces pensées même platoniques lui soient venues à l'esprit. Faisons un effort pour le comprendre. Ces idées lui venaient à peu près comme vient à un coureur de marathon le désir irrésistible d'abandonner lorsqu'il constate, au milieu de la course, qu'il est sur le point de perdre, et pour comble, à cause de ses propres erreurs. Lui aussi, il considérait que la course était perdue, et il n'avait pas envie de continuer à courir. Et maintenant, il se penchait sur la petite table et posait une tasse de café devant le divan, où il allait s'asseoir lui-même ensuite, et une autre devant le fauteuil confortable où s'était assise la visiteuse. Et il se disait que c'était une étrange méchanceté du sort d'avoir rencontré cette femme dont il était autrefois follement amoureux et qu'il avait alors laissé échapper, à cause de ses propres erreurs, juste au moment où il se trouvait dans une si mauvaise disposition d'esprit et où il n'était plus possible de rien rattraper. Chapitre 4. Elle n'aurait certainement pas deviné quelle était à ses yeux celle qu'il l'avait laissée échapper. Certes, elle se souvenait toujours d'une nuit qu'ils avaient passée ensemble. Elle se souvenait de son apparence d'alors. Il avait 20 ans, ne savait pas s'habiller, rougissait et l'amusait avec ses manières de gamin. Elle se souvenait aussi de celle qu'elle était alors. Elle avait plus de 40 ans et une soif de beauté la jetait dans les bras d'inconnus, mais l'en repoussait aussitôt. Car elle avait toujours pensé que sa vie devait ressembler à une exquise danse, et elle redoutait de transformer ses infidélités conjugales en une hideuse habitude. Oui, elle s'imposait la beauté comme d'autres s'imposent un impératif moral. Eût-elle aperçu de la laideur dans sa propre vie, elle aurait succombé au désespoir. Et, comme elle comprenait que son hôte devait la trouver bien vieille, après 15 ans, avec toutes les laideurs que cela implique, elle s'empressa de déployer devant son visage un éventail imaginaire, et elle l'accabla de questions. Elle voulait savoir comment il était venu dans cette ville. Elle l'interrogeait sur son travail. Elle faisait l'éloge de son studio qu'elle trouvait très agréable, avec la vue sur les toits de la ville. Elle dit que cette vue n'avait évidemment rien d'extraordinaire, mais donnait une sensation de grand air et de liberté. Elle nomma les auteurs de quelques reproductions encadrées de peintures impressionnistes. Ce n'était pas difficile, car on était certain de trouver les mêmes reproductions bon marché chez la plupart des intellectuels tchèques impécunieux. Puis elle se leva, tenant sa tasse à la main, et se pencha sur le petit bureau où plusieurs photographies étaient disposées dans un cadre. Elle constata qu'il n'y avait pas une seule photographie de jeune femme, et demanda si le visage de la femme âgée que l'on voyait sur une de ces photos était le visage de sa mère. Il acquiesça. Ensuite, il lui demanda ce que c'était, ces affaires qu'elle était venue régler comme elle le lui avait dit au moment de leur rencontre. Elle n'avait aucune envie de parler du cimetière. Ici, au 5e étage de cet immeuble, elle était comme suspendue au-dessus des toits, et aussi, sensation plus agréable encore, au-dessus de la vie. Mais, comme il insistait, elle finit par avouer, mais très brièvement, car l'impudeur d'une franchise excessive lui avait toujours été étrangère. Qu'elle avait autrefois habité dans cette ville, il y avait de cela bien des années, que son mari était enterré ici. Elle ne dit rien de la disparition de la tombe, et qu'elle venait ici tous les ans avec son fils, à la Toussaint.
Chapitre 5. Tous les ans, cette révélation l'attristait, et il pensa de nouveau à la méchanceté du sort. S'il l'avait rencontrée 6 ans plus tôt, lorsqu'il était venu s'installer dans cette ville, tout aurait encore été possible. Elle n'aurait pas encore été marquée par l'âge à ce point, et elle n'aurait pas été à ce point différente de l'image de la femme qu'il avait aimée 15 ans plus tôt. Il aurait eu la force de surmonter la différence et de percevoir les deux images, l'image présente et celle du passé, comme une seule. Mais à présent, elles étaient désespérément éloignées, les deux images. Elle avait bu sa tasse de café. Elle parlait, et il s'efforçait de déterminer exactement l'ampleur de cette métamorphose, à cause de laquelle elle allait, une deuxième fois, lui échapper. Le visage était ridé, ce que plusieurs couches de poudre s'efforçaient en vain de réfuter. Le cou était fané, ce qu'elle s'efforçait en vain de cacher sous un col montant. Les joues étaient pendantes. Les cheveux, mais ça, c'était presque beau, grisonnaient. Cependant, ce qui l'attirait le plus, c'étaient les mains, que ni la poudre ni le fard ne peuvent, hélas, embellir. Le réseau bleu des veines qui s'y dessinaient en relief en faisait presque des mains d'homme. Le regret se mêlait en lui à la colère. Il eut envie d'alcool pour oublier que cette rencontre avait lieu trop tard. Il lui demanda si elle n'avait pas envie d'un cognac. Il avait une bouteille entamée dans l'armoire derrière la cloison. Elle répondit que non, et il se souvint qu'elle ne buvait presque pas, voici 15 ans, de peur sans doute que l'alcool ne prive son jeu d'une modération de bon goût. Et quand il vit le geste délicat de la main qu'elle esquissa pour refuser l'offre du cognac, il comprit que ce charme du bon goût, cette séduction, cette grâce qui l'avait envoûté étaient toujours les mêmes. Ils fussent cachés sous le masque de l'âge et toujours aussi attirants, même derrière un grillage. Quand il se dit que ce grillage était le grillage de l'âge, il éprouva pour elle une immense pitié, et cette pitié la lui rendit plus proche, cette femme jadis éblouissante qui lui faisait perdre l'usage de la parole. Et il eut envie de bavarder avec elle comme un ami avec une amie, longuement, dans l'atmosphère bleutée de la résignation mélancolique. Et de fait, il parlait avec volubilité, et fit allusion pour finir à ces idées pessimistes qui l'assaillaient depuis quelque temps. Bien entendu, il ne dit rien de sa calvitie naissante, de même qu'elle n'avait rien dit de la tombe disparue. La vision de la calvitie fut transubstantiée dans des phrases quasi philosophiques au sujet du temps qui court trop vite pour que l'homme puisse le suivre, de la vie marquée par l'inévitable décomposition et dans d'autres phrases semblables, auxquelles il attendait que la visiteuse fît écho par une remarque compatissante. Mais il attendit en vain. « Je n'aime pas tous ces discours, » dit-elle, presque avec véhémence. « C'est terriblement superficiel, tout ce que vous dites là. » Chapitre 6. Elle n'aimait pas que l'on parle du vieillissement et de la mort, car il y avait dans ses discours l'image de la laideur physique qui lui répugnait. Elle répéta plusieurs fois à son hôte, presque avec émotion, que ses vues étaient superficielles. L'homme, disait-elle, est plus que son corps qui dépérit, car l'essentiel c'est l'œuvre de l'homme, ce que l'homme laisse pour les autres. Ce n'était pas, de sa part, un argument nouveau. Elle y avait eu recours 30 ans plus tôt, lorsqu'elle s'était éprise de son futur époux, qui avait 19 ans de plus qu'elle. Elle n'avait jamais cessé de le respecter sincèrement, malgré toutes ces infidélités dont il ne savait rien et dont il ne voulait rien savoir. Et elle s'efforçait de se convaincre elle-même que l'intelligence et le rôle de son mari compensaient le lourd fardeau de ces années. Quelle œuvre, je vous le demande,
Quelle œuvre voulez-vous que nous laissions » répliqua-t-il avec un rire amer. Elle ne voulait pas invoquer son défunt mari, bien qu'elle fût fermement convaincue de la valeur durable de tout ce qu'il avait accompli. Elle se contenta donc de répondre que tout homme ici-bas accomplit une œuvre, aussi modeste soit-elle, et que c'est cela, et cela seulement, qui lui donne sa valeur. Elle se mit à parler d'elle-même avec volubilité, de son travail dans une maison de la culture de la banlieue de Prague, des conférences et des soirées de poésie qu'elle y organisait. Elle parlait, avec une emphase qui lui parut déplacée, des visages reconnaissants du public. Puis, elle dit qu'il était beau d'avoir un fils et de voir ses propres traits. Son fils lui ressemblait, changé peu à peu pour devenir un visage d'homme. Qu'il est beau de lui donner tout ce qu'une mère peut donner à un fils, et de s'effacer sans bruit sur les traces de sa vie. Ce n'était pas un hasard si elle s'était mise à parler de son fils, car, ce jour-là, son fils était présent dans chacune de ses pensées, et il lui reprochait son échec au cimetière. C'était étrange. Elle n'avait jamais permis à un homme de lui imposer sa volonté, mais son propre fils la tenait sous le joug, sans qu'elle pût comprendre comment. Si l'échec au cimetière l'avait à ce point bouleversée, c'est surtout parce qu'elle se sentait coupable devant lui et redoutait ses reproches. Son fils veillait avec un soin jaloux à ce qu'elle honore dignement la mémoire de son père. C'était lui qui insistait chaque année à la Toussaint pour qu'il n'oublie pas d'aller au cimetière. Et elle s'en doutait depuis longtemps. Ce souci était moins dicté par l'amour du père décédé que par le désir de tyranniser la mère, de la maintenir dans des limites convenables pour une veuve. Car c'était aussi, bien qu'il ne l'eût jamais avoué et qu'elle s'efforçât, en vain, de l'ignorer, il lui répugnait de penser que sa mère pût avoir une vie sexuelle. Il considérait avec dégoût tout ce qui pouvait subsister en elle, même comme virtualité, de sexuel, et comme l'idée du sexuel est liée à l'idée de la jeunesse, il considérait avec dégoût tout ce qui subsistait en elle de juvénile. Il n'était plus un enfant et la jeunesse de sa mère, associée à l'agressivité de la sollicitude maternelle, formait comme un obstacle entre lui et la jeunesse des filles qui commençaient à l'intéresser. Il lui fallait une mère âgée pour qu'il pût supporter son amour et qu'il fût capable de l'aimer. Et elle, bien qu'elle se rendît compte, parfois, qu'il la poussait ainsi dans la tombe, avait fini par lui céder, par capituler sous sa pression et même par idéaliser cette capitulation, en se persuadant que la beauté de sa vie provenait justement de ce silencieux effacement derrière une autre vie. Au nom de cette idéalisation, sans laquelle les rides de son visage l'auraient brûlé davantage encore, elle mettait dans la discussion avec son hôte une ardeur si inattendue. Et son hôte se pencha soudain sur la table basse qui les séparait, lui caressa la main et dit « Pardonnez-moi si j'ai dit des bêtises. Vous savez bien que j'ai toujours été un imbécile. » Chapitre 7. Leur discussion ne l'avait pas irrité, bien au contraire. La visiteuse ne faisait que confirmer à ses yeux son identité. Dans la protestation qu'elle avait élevée contre ses propos pessimistes, mais n'était-ce pas avant tout une protestation contre la laideur et le mauvais goût? Il la retrouvait telle qu'il la connaissait, de sorte que son personnage et leur aventure d'autrefois emplissaient toujours davantage sa pensée. Et il ne souhaitait plus qu'une chose, que rien ne vînt rompre cette atmosphère bleutée si propice à la conversation. C'est pourquoi il lui avait caressé la main et s'était traité d'imbécile. Et pouvoir lui parler de ce qui lui paraissait maintenant essentiel, leur aventure commune.
car il était persuadé qu'il avait vécu avec elle quelque chose de tout à fait extraordinaire, dont elle n'avait pas conscience, et pourquoi il devait chercher et trouver lui-même des mots précis. Il ne se souvenait même plus comment ils avaient fait connaissance. Elle était sans doute venue se joindre à un groupe d'amis étudiants, mais il se souvenait encore parfaitement du discret petit bar pragois où ils s'étaient donné leur premier rendez-vous. Il était assis en face d'elle dans un box tendu de velours rouge. Il était gêné et silencieux, mais en même temps littéralement enivré par les signes délicats au moyen desquels elle lui faisait comprendre sa sympathie. Il essayait de se représenter, sans oser espérer la réalisation de ses rêves, comment elle serait s'il l'embrassait, la déshabillait et l'aimait, mais il n'y parvenait pas. Oui, c'était étrange. Il tenta des milliers de fois de l'imaginer dans l'amour physique, mais en vain. Son visage continuait de le regarder avec le même sourire tranquille et doux, et il ne pouvait pas, même au prix du plus opiniâtre effort d'imagination, y voir la grimace d'exaltation amoureuse. Elle échappait totalement à son imagination. C'était une situation qui ne s'était plus jamais reproduite dans sa vie. Il s'était trouvé confronté à l'inimaginable. Il venait de vivre cette période trop brève de la vie, la période paradisiaque, où l'imagination n'est pas encore saturée par l'expérience, n'est pas devenue routine, où l'on connaît et où l'on sait peu de choses, de sorte que l'inimaginable existe encore. Et si l'inimaginable est sur le point de se transformer en réalité, sans l'intermédiaire de l'imaginable, sans la passerelle des images, on est pris de panique et de vertige. Et réellement, il fut saisi de vertige lorsque, après plusieurs autres rencontres au cours desquelles il ne put se résoudre à rien, elle se mit à l'interroger en détail et avec une éloquente curiosité sur la chambre d'étudiant qu'il occupait dans une cité universitaire, l'obligeant presque à l'inviter. La chambre de la cité universitaire où il habitait avec un camarade qui lui avait promis, moyennant un verre de rhum, de ne pas rentrer avant minuit ce soir-là, ne ressemblait guère au studio d'aujourd'hui. 2 lits métalliques, 2 chaises, une armoire, une ampoule aveuglante sans abat-jour, un épouvantable désordre. Il fit le ménage et à 7 heures, elle était toujours exacte, cela faisait partie de son élégance, elle frappa à la porte. On était au mois de septembre et l'obscurité commençait à tomber lentement. Ils s'assirent sur le bord du lit métallique et ils commencèrent à s'embrasser. Ensuite, il fit de plus en plus sombre et il ne voulait pas allumer, car il était heureux qu'on ne puisse pas le voir et il espérait que l'obscurité soulagerait la gêne qu'il ne manquerait pas d'éprouver quand il se déshabillerait devant elle. S'il savait tant bien que mal déboutonner le corsage des femmes, il se déshabillait devant elles avec une hâte pudique. Mais, cette fois-là, il hésita longuement avant de défaire le premier blouson de la blouse, le premier bouton de la blouse. Il se disait que le geste initial du déshabillage doit être un geste élégant et délicat, dont seuls sont capables les hommes expérimentés, et il redoutait de trahir son inexpérience. De sorte qu'elle se leva d'elle-même et lui demanda avec un sourire. « Est-ce que je ne ferais pas mieux d'enlever cette cuirasse ?» Et elle commença à se déshabiller. Mais il faisait noir, et il ne voyait que les ombres de ses mouvements. Il se déshabilla à la hâte, et il n'éprouva une certaine assurance que lorsqu'ils commencèrent, grâce à la patience dont elle fit preuve, à s'aimer. Il regardait son visage, mais, dans la pénombre, son expression lui échappait, et il n'arrivait même pas à distinguer ses traits. Il regrettait de ne pas avoir allumé, mais il lui semblait impossible de se lever maintenant pour se diriger vers la porte et tourner l'interrupteur. Donc, il continuait de se fatiguer inutilement les yeux.
il ne la reconnaissait pas. Il avait l'impression d'aimer quelqu'un d'autre. Un personnage postiche, abstrait, désindividualisé. Ensuite, elle s'assit sur lui. Et même alors, il ne voyait d'elle que son ombre dressée, et, ondulant des hanches, elle dit quelque chose d'une voix étouffée, dans un murmure. Mais il était difficile de savoir si elle disait cela pour lui ou pour elle-même. Il ne distinguait pas les mots, et il lui demanda ce qu'elle disait. Elle continuait de chuchoter, et même quand il la serra de nouveau contre lui, il ne put comprendre ses paroles. Chapitre 8. Elle écoutait son hôte, et elle était de plus en plus captivée par des détails qu'elle avait oubliés depuis longtemps. Par exemple, ce tailleur bleu pâle en tissu d'été, dans lequel elle ressemblait, disait-il, à un ange intangible. Oui, elle se souvenait de ce tailleur. Ou ce gros peigne en écaille qu'elle avait dans les cheveux, et qui lui donnait, disait-il, une noblesse surannée de grande dame. Ou bien cette habitude qu'elle avait, dans le bar où il se donnait rendez-vous, de toujours commander un thé au rhum, son seul péché d'alcoolisme. Et tout cela l'emportait agréablement, loin du cimetière, de la tombe disparue, loin des jambes endolories, de la maison de la culture, loin des yeux réprobateurs de son fils. Ah, songeait-elle, j'ai beau être telle que je suis à présent, je n'aurais pas vécu inutilement si un peu de ma jeunesse continue de vivre dans la mémoire de cet homme. Et elle se dit ensuite que c'était là une nouvelle confirmation de sa conviction. Toute la valeur de l'être humain tient à cette faculté de se surpasser, d'être en dehors de soi, d'être en autrui et pour autrui. Elle l'écoutait et ne se défendait pas quand il lui caressait de temps à autre la main. Ce geste s'accordait avec l'atmosphère intime de la conversation, et il en émanait une désarmante ambiguïté. À qui s'adressait-il ce geste ? À celle dont on parlait ou bien à celle à qui l'on parlait ? D'ailleurs, celui qui la caressait lui plaisait. Elle se disait même qu'il lui plaisait plus que le petit jeune homme d'il y avait 15 ans, dont la juvénilité, si elle s'en souvenait bien, était plutôt pénible. Quand il arriva, dans son récit, au moment où son ombre mobile se dressait au-dessus de lui et où il tentait vainement de saisir ses paroles, il se tut un instant. Et elle, naïvement, comme s'il connaissait ses paroles et comme s'il voulait, après tant d'années, les lui rappeler comme un secret oublié, lui demanda doucement. « Et qu'est-ce que je disais ?» Chapitre 9. « Je ne sais pas, » répondit-il. Il ne le savait pas, en effet. Elle avait échappé alors, non seulement à son imagination, mais à ses perceptions, à son regard comme à une oreille. Quand il ralluma la lumière dans la petite chambre de la cité universitaire, elle était déjà rhabillée. Tout sur elle était de nouveau lisse, éblouissant, parfait. Et il cherchait vainement le lien entre ce visage éclairé et le visage qu'il devinait dans l'obscurité quelques instants plus tôt. Il ne s'était pas encore quitté ce soir-là, et déjà il appelait à lui son souvenir. Il s'efforçait d'imaginer comment était son visage, dissimulé dans la pénombre, et son corps, dissimulé dans la pénombre, quelques instants plus tôt, pendant l'amour. En vain. Elle échappait toujours à son imagination. Il se promit que la prochaine fois, il lui ferait l'amour en pleine lumière. Mais il n'y eut pas de prochaine fois. Elle l'évitait adroitement et poliment, et il cédait au doute et au désespoir. Ils avaient bien fait l'amour, peut-être, mais il savait aussi à quel point il avait été impossible, avant, et il en avait honte.
Il se sentait condamné, parce qu'elle l'évitait, et il n'osa plus persister à la revoir. « Dites-moi, pourquoi est-ce que vous m'évitiez ?»« Je vous en prie, » dit-elle, de sa voix la plus tendre. « Il y a si longtemps de cela. Qu'est-ce que j'en sais ?» Et, comme il insistait encore, elle dit « Il ne faut pas toujours revenir sur le passé. Il suffit déjà qu'on lui consacre tant de temps malgré soi, au passé. » Elle avait dit cela pour calmer un peu son assistance. Et cette dernière phrase prononcée avec un léger soupir la ramenait sans doute à sa dernière visite au cimetière. Mais il interpréta autrement sa déclaration, comme si celle-ci était destinée à lui faire brusquement et délibérément comprendre, de ce fait évident, qu'il n'y avait pas deux femmes, celle d'aujourd'hui et celle d'autrefois, mais une seule et même femme, et que cette femme, qui lui avait échappé 15 ans plus tôt, était maintenant ici, était à portée de main. Vous avez raison, le présent est plus important, dit-il, avec une intonation significative. Et ce disant, il regardait très intensément son visage souriant, où les lèvres entr'ouvertes découvraient une rangée de dents. À ce moment, un souvenir lui revint à l'esprit. Ce soir-là, dans la petite chambre de la cité universitaire, elle lui avait pris les doigts et les avait mis dans sa bouche. Elle les avait mordus très fort, au point de lui faire mal, et, pendant ce temps, il lui palpait tout l'intérieur de la bouche, et il s'en souvenait encore distinctement. D'un côté, il lui manquait quelques dents au fond. Alors, cette découverte ne l'avait pas dégoûté. Au contraire, ce petit défaut s'accordait avec l'âge de sa partenaire, âge qui l'attirait et l'excitait. Mais à présent, en regardant dans la fente qui s'ouvrait entre les dents et le coin de la bouche, il put constater que les dents étaient trop parfaitement blanches, et qu'il n'en manquait aucune. Et il en fut contrarié. Une fois encore, les deux images se détachaient l'une de l'autre. Mais il ne voulait pas l'admettre. Il voulait à nouveau les réunir, par la force et par la violence. Et il dit « Vous n'avez vraiment pas envie d'un cognac ?» Et comme elle refusait, avec un sourire charmant et les sourcils légèrement levés, il se retira derrière la cloison, sortit la bouteille de cognac, l'inclina vers sa bouche et but rapidement. Il se dit ensuite qu'elle risquait, à son haleine, de découvrir ce qu'il venait de faire en cachette. Prit 2 verres, la bouteille, et les apporta dans la pièce. De nouveau, elle hocha la tête. « Au moins symboliquement, » dit-il, et il remplit les 2 verres. Il trinqua avec elle. « Pour que je ne parle plus de vous qu'au présent. » Il vida son verre. Elle humecta ses lèvres. Il s'assit à côté d'elle sur le bras du fauteuil et lui prit ses mains. Chapitre 12. Elle ne soupçonnait pas, quand elle avait accepté de l'accompagner dans son studio, qu'un tel contact pût se produire, et, sur le coup, elle en fut effrayée, comme si ce contact s'était produit avant qu'elle ait eu le temps de s'y préparer. Cet état de préparation permanente tel que le connaît la femme mûre, et elle l'avait depuis longtemps perdu. On pourrait déceler, peut-être, dans cette frayeur, quelque chose de commun avec la frayeur de l'adolescente qui vient d'être embrassée pour la première fois. Car si l'adolescente n'est pas encore prête, et si elle, la visiteuse, ne l'est plus, ce plus et cette, encore, sont mystérieusement liés comme le sont la vieillesse et l'enfance. Ensuite, il la fit s'asseoir sur le divan, la serra contre lui, la caressa sur tout le corps et elle se sentait molle entre ses bras. Oui, molle,
car son corps avait depuis longtemps perdu cette sensualité souveraine qui communiquait à ses muscles le rythme des contractions et des relâchements et l'activité de centaines de tropismes délicats. Mais la frayeur du premier instant se dissipa vite sous ses caresses, et elle, pourtant si éloignée de la belle femme mûre qu'elle était autrefois, retournait maintenant à une vitesse vertigineuse dans cet être disparu, dans sa sensibilité, dans sa conscience. Elle retrouvait l'ancienne assurance d'amante expérimentée. Et comme elle n'avait pas éprouvé cette assurance depuis longtemps, elle éprouvait maintenant plus intensément que jamais dans le passé son corps qui, l'instant d'avant, était encore surpris, effrayé, passif et mou, s'animait, répondait maintenant par ses propres caresses. Et elle sentait la précision et le savoir de ses caresses, et elle l'emplissait de bonheur, et cela l'emplissait de bonheur. Ses caresses, la manière dont elle posait son visage sur son corps, les mouvements délicats par lesquels son buste répondait à l'étreinte. Elle retrouvait tout cela non pas comme une chose apprise, quelque chose qu'elle savait et qu'elle exécutait à présent avec une froide satisfaction, mais comme quelque chose d'essentiellement à elle, avec quoi elle se confondait dans l'ivresse et l'exaltation, comme si elle retrouvait son continent familier. Ah, le continent de la beauté, d'où elle avait été bannie et où elle retournait solennellement. À présent, son fils était infiniment loin. Quand son hôte l'enlaça, elle l'aperçut qui le blâmait dans un recoin de sa pensée. Mais il disparut bien vite, et maintenant, à 100 lieues à la ronde, il n'y avait plus qu'elle et l'homme qui la caressait et l'étreignait. Mais quand il posa sa bouche sur sa bouche et voulut ouvrir ses lèvres avec sa langue, tout changea. Elle revint à la réalité. Elle serra fermement ses dents. Elle sentait son dentier collé contre son palais et avait l'impression d'en avoir plein la bouche. Puis le repoussa doucement. « Non, vraiment, je vous en prie, il ne faut pas. » Et comme il continuait d'insister, elle le saisit au poignet et répéta son refus. Puis elle lui dit, elle parla avec peine, mais elle savait qu'il fallait qu'elle parle si elle voulait qu'il lui obéisse, que c'était trop tard pour qu'il fasse l'amour. Elle lui rappela l'âge qu'elle avait. Elle dit que s'il faisait l'amour, il n'éprouverait pour elle que dégoût, et elle en serait désespérée. Parce que ce qu'il lui avait dit sur leur aventure d'autrefois était infiniment beau et important pour elle. Son corps était mortel et s'abîmait, mais elle savait à présent qu'il en restait quelque chose d'immatériel, quelque chose qui ressemblait à un rayon qui continue de briller, même après que l'étoile soit éteinte. Et peu importait qu'elle vieillît si sa jeunesse restait intacte, présente dans un autre être. Vous m'avez élevé un monument dans votre mémoire. Nous ne pouvons pas permettre qu'il soit détruit. Comprenez-moi, disait-elle, pour se défendre. Vous n'avez pas le droit. Vous n'en avez pas le droit. Chapitre 11. Il lui assura qu'elle était toujours belle, qu'en réalité rien n'était changé, que l'on reste toujours soi-même. Mais il savait qu'il mentait et qu'elle avait raison. Il ne connaissait que trop bien son excessive sensibilité à l'égard des choses physiques, la répugnance, chaque année plus prononcée qu'il éprouvait envers les défauts du corps féminin, et qui, ces dernières années, le conduisait auprès de femmes de plus en plus jeunes, et donc, comme il s'en rendait compte avec amertume, de plus en plus vides et stupides. Oui, il ne pouvait y avoir aucun doute à ce sujet. S'il la persuadait de faire l'amour, il y aurait, au bout du compte, le dégoût. Et ce dégoût ne pourrait que souiller, non seulement l'instant présent, mais l'image d'une femme aimée depuis longtemps.
cette image qu'il conservait dans sa mémoire comme un joyau. Il savait tout cela, mais tout cela ce n'était que des idées, et les idées ne pouvaient rien contre le vouloir. Il ne savait qu'une chose. La femme dont l'intangibilité et l'insaisissabilité l'avaient tourmenté pendant 15 ans, cette femme était ici. Il allait pouvoir enfin la voir en pleine lumière. Il allait pouvoir enfin, dans son corps d'aujourd'hui, déchiffrer son corps d'autrefois. Dans son visage d'aujourd'hui, déchiffrer son visage d'autrefois. Il allait enfin pouvoir découvrir son inimaginable mimique amoureuse, son inimaginable spasme amoureux. Il lui enlaça les épaules et la regarda dans les yeux. « Ne vous défendez pas, cela n'a pas de sens de résister. » Chapitre 12. Mais elle hocha la tête, parce qu'elle savait qu'il n'était nullement absurde de lui résister. Elle connaissait les hommes et leur attitude à l'égard du corps féminin. Elle savait qu'en amour même l'idéalisme le plus fervent ne peut ôter à la surface d'un corps son terrible pouvoir. Certes, elle avait encore une silhouette tout à fait convenable, qui avait conservé ses proportions initiales, et elle avait encore l'apparence tout à fait jeune, surtout quand elle était habillée. Mais elle savait qu'en se dévêtant, elle révélerait les rides de son cou, et qu'elle mettrait à nu sa longue cicatrice, séquelle d'une opération de l'estomac qu'elle avait subie 10 ans plus tôt. Et, au fur et à mesure qu'elle reprenait conscience de son apparence physique actuelle qu'elle avait oubliée quelques instants plus tôt, les angoisses de la matinée d'aujourd'hui montaient des profondeurs de la rue jusqu'à la fenêtre du studio, qu'elle avait cru pourtant suffisamment haut pour la mettre à l'abri de sa vie. Elles emplissaient la pièce, se posaient sur les reproductions encadrées, sur le fauteuil, sur la table, sur la tasse à café vide, et le visage de son fils menait leur cortège. Dès qu'elle l'aperçut, elle rougit et chercha refuge quelque part tout au fond d'elle-même. Folle qu'elle était, elle avait failli s'écarter de la route qu'il lui avait tracée et qu'elle avait jusqu'à présent poursuivie avec le sourire et des paroles enthousiastes. Elle avait voulu, même pour un bref instant, fuir, et voilà qu'elle devait docilement reprendre son chemin et reconnaître que c'était le seul qui lui convenait. Le visage de son fils était à ce point sarcastique qu'elle se sentait, dans sa honte, devenir de plus en plus petite devant lui, au point de n'être plus, au comble de l'humiliation, que la cicatrice qu'elle avait sur l'estomac. Son hôte la tenait par les épaules et répétait « Ça n'aurait pas de sens de résister ». Et elle hochait la tête, mais tout à fait machinalement, car ses yeux ne voyaient pas l'hôte, mais le visage du fils ennemi qu'elle détestait davantage à mesure qu'elle se sentait plus petite et plus humiliée. Elle l'entendait qui lui reprochait la tombe disparue et, du chaos de sa mémoire, au mépris de toute logique, surgit cette phrase qu'elle lui cria au visage rageusement. « Les vieux morts doivent céder la place aux jeunes morts, mon petit. » Chapitre 13. Il ne pouvait plus douter, le moins du monde, que cela finirait par le dégoût, car, à présent, même le regard qu'il posait sur elle, regard scrutateur et pénétrant, n'était pas exempt d'un certain dégoût, mais, chose étrange, cela ne le gênait pas. Cela l'excitait et le stimulait, comme s'il souhaitait ce dégoût. Le désir de coït se rapprochait en lui du désir de dégoût, au désir de lire sur son corps ce qu'il avait dû si longtemps ignorer, se mêlait le désir de souiller aussitôt le secret nouvellement déchiffré. D'où lui venait cette passion ? Il en eût ou non conscience, une occasion unique s'offrait à lui. La visiteuse incarnait pour lui tout ce qu'il n'avait pas eu, tout ce qui lui avait échappé, tout ce qu'il avait manqué,
tout ce dont l'absence lui rendait insupportable son âge d'à présent, avec ses cheveux qui commençaient à tomber, et ce bilan pitoyablement vide. Et lui, qu'il en eût clairement conscience ou qu'il s'en doutât vaguement, il pouvait maintenant priver de signification toutes ces joies qui lui avaient été refusées, et dont les couleurs chatoyantes rendaient sa vie si tristement incolore. Il pouvait découvrir qu'elles étaient dérisoires, qu'elles n'étaient qu'apparence et déchéance, qu'elles n'étaient que poussière qui parade. Il pouvait se venger d'elles, les humilier, les anéantir. « Ne me résistez pas », répétait-il, tout en s'efforçant de l'attirer contre lui. Chapitre 14. Elle avait toujours devant les yeux les traits sardoniques de son fils, et quand son hôte l'attira de force contre lui, elle dit « S'il vous plaît, laissez-moi une seconde », et elle lui échappa. Elle craignait en effet de rompre le fil de ses idées. Les vieux morts devaient céder la place aux jeunes morts, et les monuments ne servaient à rien. Même ce monument à sa mémoire que l'homme qui était maintenant à côté d'elle avait révéré pendant 15 ans ne servait à rien. Tous les monuments étaient pour rien. Pour rien. Voilà ce qu'elle disait à son fils en pensée. Et elle regardait avec une satisfaction vengeresse son visage qui se crispait et qui lui disait, qui lui criait « Tu n'as jamais parlé comme ça, mère !» Elle le savait bien, qu'elle n'avait jamais parlé comme ça. Mais cet instant était plein d'une lumière qui rendait toute chose parfaitement claire. Elle n'a aucune raison de donner à des monuments la préférence devant la vie. Son propre monument n'a pour elle qu'une seule raison d'être. Elle peut en abuser maintenant, pour le bien de son corps méprisé, car l'homme qui est assis à côté d'elle lui plaît. Il est jeune et c'est probablement, presque certainement même, le dernier homme qui lui plaît et qu'elle peut avoir, et cela seul compte. Si ensuite elle lui inspire du dégoût et ruine son propre monument dans la pensée, elle s'en moque, parce que ce monument est en dehors d'elle-même, comme sont en dehors d'elle-même la pensée et la mémoire de cet homme, et rien ne compte de ce qui est en dehors d'elle-même. « Tu n'as jamais parlé comme ça, mère. » Elle entendait l'exclamation de son fils, mais n'y prêtait pas attention. Elle souriait. « Vous avez raison. Pourquoi est-ce que je résisterai ?» dit-elle, doucement, et elle se leva. Puis elle commença doucement à dégrafer sa robe. Le soir était encore loin. Cette fois, il faisait tout à fait clair dans cette pièce.